Présents au Mali, en Mauritanie, mais surtout au Sénégal, ils sont définis par le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté Bâ comme un ensemble culturel, un carrefour de plusieurs ethnies. Animistes à l'origine, comme d'ailleurs beaucoup d'autres peuples de l'époque, ils furent les premiers en Afrique de l'Ouest à se convertir à l'islam, ce qui va occasionner au fil des siècles l'émergence d'intellectuels et d'érudits en sciences islamiques et arabes qui vont représenter au XIXe siècle des phares dans les sombres périodes de domination coloniale, des lanternes à suivre durant ces périodes de résistance. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons vous raconter l'histoire de cette population très métissée de langue peul, en mettant surtout l'accent sur les points de divergence avec le grand groupe ethnique auquel il appartient. Notre histoire commence vers le 5e siècle, dans un royaume qui se trouvait à l'ouest de l'empire du Ghana. Un royaume bordé par le fleuve Sénégal, qui en ces temps permettait la culture de plusieurs céréales, propices pour le bien-être de la population. Ses habitants étaient appelés Tekrouri, ce qui va donner plus tard le mot de tout couleur, dont on désigne leurs descendants d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle le mot tout couleur proviendrait de l'anglais tout color ou du français tout couleur n'est qu'une pure invention. On ignore quand et comment ce royaume appelé Tekrour fut créé, mais on sait que c'est les Diaogo qui lui donnèrent vie. Ces derniers proviendraient de l'Est, plus précisément de l'Égypte. Yoroboli Diaw, vers la seconde moitié du 19e siècle, écrira que les Diaogo auraient quitté l'Égypte avec l'invasion de ce territoire par les hommes de Patelamine. Les traditions orales Peul et Wolof attribuent l'introduction de la métallurgie dans le Soudan occidental aux Diaogo. Leur connaissance des métaux n'avait pas d'égal dans cette zone. Selon toujours Yoroboli Diaw, à leur arrivée, ils étaient armés de saguets, de sabres et de couteaux en fer. En plus des métaux, les Tekrouri maîtrisaient la culture des céréales et surtout du sorgho. Ils adoraient des idoles, dont le plus important s'appelait Dekekir. Avec le temps, la prospérité de ce petit royaume attirait l'attention des peuples environnants. Au 8e siècle, en plus des Tekrouri, nous pouvions voir d'autres peuples comme les agriculteurs Serer, Soninké et Wolof, ou bien les pasteurs Peul et Maure. Mais les autochtones pouvaient être reconnus, surtout de par leur patronyme purement Tekrouri. Parmi ces patronymes, nous pouvons citer Gan, Dem, Aou, An, Sal, Tala, Li, Lo, Tal, Gissé ou Mal. Au fil des années, le royaume va surtout connaître l'immigration des Peul, qui vont se sédentariser et vont même jusqu'à dépasser les Tekrouri en nombre, constituant ainsi, au sein de la société Tekrouri, la caste des Fulbe. De ce fait, la langue la plus parlée devient le Pulaar, ce qui sera au fil des siècles la langue officielle de ce riche royaume, créant ainsi l'appellation de Al-Pulaar, ce qui parle le Pulaar. Le 8e siècle était aussi l'âge d'or de ce royaume. L'agriculture et l'élevage permettaient l'autosuffisance du royaume. Le bailo, c'est-à-dire le forgeron, produit beaucoup de matériaux en fer destinés à l'armée, mais aussi pour des raisons domestiques. La paille qui restait après les récoltes était utilisée pour construire des maisons, supportées par une armature en bois fabriquée par le labo. Alors que le mabo tissait de jolis tissus, le Tchoubalo assurait la traversée du fleuve et les Sébé, de leur côté, assuraient la sécurité aux frontières du royaume. Sous l'arbre à palabres, les Aouloubé chantaient les louanges des Rimbes et les Wambabé accompagnent ces paroles pénétrantes au rythme des Halam.
Prospère, flamboyante et vigoureuse, le Tekrur de la dynastie des Diaogo est issu vulnérable. Vulnérable devant ses voisins soninké de l'empire du Ghana, plus riche et plus puissant. Au IXe siècle, sans beaucoup de résistance, le Ouagadougou fit du Tekrur son vassal et imposait un lourd tribut à ce petit royaume. Dans le même siècle, le commerce transsaharien, qui avait débuté un siècle auparavant, connut un essor important. Ce commerce était fondé sur la fourniture par le sud d'or et d'esclaves. Le nord vendait pour sa part des bijoux, du tissu, des dattes, du blé et plus tard le sel produit dans le Sahara central. Ces fructueux trafics, permis surtout par les dromadaires, entraînent l'éclosion de cités-ports sur les deux rives du Sahara, comme Sidi El Massa au nord, Aoudogost ou encore Tadmeka au sud. Le roi du Ghana, appelé Kayamagan, maintenait les commerçants arabo-berbères à Aoudogost pour ne pas permettre à ces derniers de connaître le secret de l'extraction de l'or. Mais rappelons aussi que la ville d'Aoudogost était une ville habitée par des tribus berbères qui étaient des sujets de l'Empire. En 1030, un soninké nommé Wardiabi renversa la dynastie des Diaogo, se convertit et introduisit l'islam au Tekrur, faisant des Toucouleurs la première population du Soudan occidental à se convertir à l'islam. Il donna naissance à une nouvelle dynastie, celle des Mana, et mourut en 1040. En 1054, les Berbères unifiés par le mouvement almoravide d'Ibn Yassine prirent le contrôle d'Aoudogost. Avec l'aide de Lebi Wardiabi, fils de Wardiabi, ces Almoravides poussèrent jusqu'à Koumbi Saleh, qu'ils détruisirent en 1076, prenant ainsi le contrôle du commerce transsaharien. Nombreux seront d'ailleurs les Alpulars qui participeront plus tard à la prise du califat de Al-Andalouse par les Almoravides en 1090. Néanmoins, le Ghana, qui avait retrouvé son indépendance, essaya à nouveau de reconquérir le Tekrur, mais en vain. Avec le temps, les Mana originaires du Djara, royaume soninké dont était issu le fondateur de cette dynastie, épousèrent des femmes nobles tout couleur et adoptèrent la culture alpular. Vers 1300, la dynastie des Mana est remplacée par celle des Tondion, des Sérères animistes restés dans le Tekrur et qui s'étaient mélangés avec les Diaogo. Malheureusement, on ne sait que peu de choses de cette dynastie, mais on est sûr qu'ils vont se convertir à l'islam à la fin de leur règne, surtout sous l'influence des hommes religieux. Ils régneront pendant un siècle. Entre 1400 et 1450, trois familles vont se succéder au Tekrur, à savoir les Lamtermes, qui sont constitués d'un métissage de Peul, de Soninké et de Mandeng. Ensuite, les Lamtaga, à la tête d'un tribut alpular métissé de Maure. Enfin, les Lamtoro de Elibanassal, lui-même faisait partie des dirigeants Lamtaga. L'invasion du Tekrur par les Lemtouna en 1450, un des tribus Sanhaja, va causer la chute de toutes ces trois familles et va contraindre Elibana à s'exiler à Kaon dans le Mbaï, l'ancien nom du royaume de Saloum. Les Lemtouna s'installèrent ainsi sur le trône et contrôlèrent avec les autres tribus Sanhaja le commerce transsaharien, surtout avec l'affaiblissement de l'empire du Mali. Les Sanhaja faisaient non seulement le commerce de l'or, de la gomme arabique, mais aussi des esclaves. La situation était devenue infernale chez les Toucouleurs. Des femmes, des hommes et des enfants étaient vendus comme esclaves dans les pays arabo-berbères du Nord. C'est dans ce cadre que les Alpulars demandèrent de l'aide à l'empereur voisin, le Bourba Tchokulingdjeklam Saré du Djolof. De ce fait, le Bourba rassembla une armée, marcha vers le Tekrur, renversa les Lemtouna et entra en sauveur au Tekrur. Mais plus tard, celui qui s'est présenté comme un sauveur devient à son tour un conquérant.
Il divise le Tekrour en provinces, tous dirigés par des Farba, c'est-à-dire gouverneurs et chefs d'armée. Il permet aussi aux Lamtoro de retrouver une partie de leur pouvoir. Jusqu'à cette période, les Alpulaar, bien que parlant la langue Peul, c'est-à-dire le Pulaar, et que la majorité de la population ait des origines Peul, étaient différents culturellement parlant des Peul. Une culture qui reflétait vraiment le mélange que représentaient les Alpulaar. Mais au début du XVIIe siècle, Kuli Tengala du Fouta Djallon, voulant terminer ce que son père avait commencé, c'est-à-dire réunir tout le peuple Peul dans un même royaume, renversa les Djallonké qui dirigeaient le Fouta Djallon. Il descendit ensuite le fleuve Sénégal avec une armée composée de Peul et d'une minorité de Malinké polarisés, en passant par le Bayar, le Gabou, les royaumes Séréer, le Woli, le Niani, le Jolof, dans le but de réunir tous les tribus Peul. Il semblait que rien ni personne pouvait arrêter le fondateur de la dynastie des Deniyanké. Il renversa les Farba et se mit au trône du Fouta Toro, jadis Tekrour. Durant les premières années du règne des Satigui, plus connus sous le nom de Deniyanké, les échanges entre le Fouta Toro et le Fouta Djallon s'intensifient. Des échanges à la fois économiques, intellectuels, mais surtout culturels. Les Deniyanké étaient de religion traditionnelle, et ceci, dans un royaume d'intellectuels et d'érudits de religion islamique, causait un grand problème. C'est pour cette raison qu'une première révolution eut lieu et menée par Daouda Malick Sy, un marabout du Fouta Toro, vers 1690. Après avoir subi un échec, il est contraint de fuir le Fouta Toro pour s'installer dans une région qu'il va lui-même appeler Bundu, une zone sous l'influence de la dynastie soninké des Bathily du Galam, mais aussi du royaume de Gabou. Il va réussir à s'imposer et à régner sur une population constituée en majorité de Malinké, de Peul, ainsi qu'une minorité de Toucouleurs, de Soninké et de Wolof. Retournons au Fouta Toro, où l'opposition des Torobé, c'est-à-dire des marabouts, contre la dynastie régnante se faisait toujours ressentir. Pour consolider durablement le pouvoir et assurer la sécurité de la dynastie, les Deniyanké ont noué des liens de mariage avec l'aristocratie Wolof du Jolof, ce qui explique la présence des Ndiaye parmi les Satigui et chez les Toucouleurs de nos jours. Parmi les 27 Satigui, on compte environ 4 de la lignée des Ba et 23 de celle des Ndiaye. Le Fouta Toro des Satigui sera très wolofisé. À la fin de leur règne, une partie considérable de la population foutanké était apparentée au Wolof. Ce qui faisait la particularité des Alpulaar, c'est ce métissage, ce melting pot, qui n'a cessé de s'opérer au fil des siècles. De nos jours, bien vrai que les Alpulaar sont classés dans le groupe ethnique des Peul, une classification d'ailleurs très normale, vu que la plus grande composante ethnique des Alpulaar est Peul, mais chaque Alpulaar peut se vanter d'avoir des ascendances Peul, Séréer, Soninké, Wolof, Berbère et Manding.